Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors donc, troisième épisode de cette série Made in Canada. Alors donc, vu que nous sommes à la saison des sucres, j'ai décidé de consacrer un numéro dessus, pourquoi pas la cuisine canadienne. Alors donc, cette vidéo qui a pour titre La cuisine canadienne, portrait d'un Canada gourmand. Alors donc, nous allons découvrir les différentes facettes, mais aussi euh, tout dépendant les régions, les spécialités, mais aussi les richesses alimentaires que propose le Canada en matière de en matière d'alimentation et agroalimentaire. Alors donc, nous allons partir maintenant. Alors donc, nous allons commencer avec les Autochtones. Évidemment, les Autochtones qui sont les premiers occupants du Canada et qui, eux, reposent toujours sur un mode traditionnel. Alors donc, toujours la chasse, la pêche, du gibier, du poisson, et bien sûr se nourrit de petits fruits. Avec la colonisation, l'arrivée des Européens, ils vont introduire de nouveaux aliments dans le quotidien des Autochtones. Comme par exemple le bannock, qui est un pain d'origine écossaise et qui vont être faites et également ces colons européens vont apprendre aux Amérindiens différentes à faire du fromage, du pain, bref, plein de choses, bref, des ateliers. Je sais pas trop si c'était si c'était vraiment des vrais ateliers ou si c'était des ateliers de force pour qui cuisinent comme eux, mais bref. De nos jours, les Autochtones font face à différents défis. Alors donc, il faut savoir qu'il y a la malnutrition. Il faut savoir que, bon, des fois, l'alimentation n'est pas très équilibrée. Euh, Aussi, il faut savoir que c'est l'inaccessibilité aux produits frais, parce que les produits d'importation, euh, j'ai vu ça sur un site, le prix exubérant. Alors donc, les prix sont très chers. Alors donc, il y a l'inaccessibilité à des produits frais, à des produits exportés. Et c'est un peu tout. Alors donc, évidemment, ce que vous savez tous ou pas, c'est que les Autochtones avaient en eux le secret du sirop d'érable. Alors donc, c'est un produit emblématique de la cuisine canadienne. Alors donc, ce que vous voyez, les cabanes et tout ce que vous voyez dessus, la fameuse canne emblématique du cheval, je veux dire, du cheval qui va vers la cabane à sucre en bois très rustique dans la forêt et tout ça. Ce, Cette cabane à sucre-là, en particulier, elle va être confectionnée vers 1820 dans des cabanes, euh, dans des cabanes. Disons-le que ce sont les origines de la cabane à sucre, afin de préserver la chaleur, car avant 1820, il faut savoir que les colons préparaient la, préparaient le sirop d'érable à l'extérieur. Et malheureusement, vu qu'il faisait très froid des fois c'était très difficile de, disons-le, de préserver la chaleur et bien sûr du feu. Et bon, bref, ça devrait pas être une partie de plaisir avant 1820. Au fil d'aujourd'hui, on peut dire que le sirop d'érable c'est devenu une vraie industrie.
Il faut savoir que la province du Québec, c'est le plus grand producteur du pays et de nombreux produits sont proposés, comme par exemple du sirop en canne ou en bouteille de verre. Il y a des cornets au sirop d'érable, il y a du beurre d'érable et il y en a beaucoup d'autres choses et tout ça. Et évidemment, ce que l'on dit au niveau de ce qu'on met partout du sirop d'érable, c'est totalement faux. Mais dès que la saison commence, la saison des sucres, comme j'ai dit en plein début de vidéo, il est important de savoir qu'il y a tout le temps un kiosque dans les épiceries ou peu importe où ce que vous envoyez, il y a toujours des produits faits d'une cabane qui est pas très loin de chez vous ou pas très loin d'où on habite ou quoi que ce soit. Donc, un peu ça. Il faut savoir que certaines cabanes aussi, de nos jours, accueillent des visiteurs et bien sûr proposent des activités et bien sûr proposent le fameux festin de sirop d'érable et bien sûr la très célèbre tire d'érable sur la neige. Malheureusement, aujourd'hui, en 2020 et en 2021, disons-le que ça a été un petit peu spécial parce que les cabanes à sucre n'ont pas pu ouvrir dû euh, au, au COVID-19. Alors donc, il y a pour tous ceux-là qui écoutent cette vidéo-là et qui habitent au Canada, il y a un programme spécifiquement au Québec qui se nomme Ma cabane à la maison. Alors donc, qu'est-ce que c'est Ma cabane à la maison? Il y a un site pour ça, je vais le mettre en lien de vidéo. Ça vous permet de vous commander euh, un festin avec tout ce qu'il y a, les oreilles de Chris et tout ce qu'il faut pour un festin de sirop d'érable, un festin à la cabane à sucre. Et vraiment, ça encourage les cabanes à sucre à se maintenir et à maintenir leur place parce qu'il faut savoir que beaucoup d'entre elles ne vont pas survivre à cause de cela. Alors donc, c'est très important d'encourager ces entreprises locales on, on apprécie et qui est patrimonial pour le Canada. Alors donc, on va y aller de façon géographique. Alors donc, il faut savoir que attends, je sais pas. C'est parce que je me renvoie à l'envers. Il faut savoir que le Canada est entouré de deux magnifiques océans qui se nomment l'Atlantique et le Pacifique. Et il faut savoir qu'il y a une importante industrie de pêche qui se nomme dans ces endroits-là. Et ça depuis avant la colonisation. Il faut savoir qu'il y avait des Bretons et majoritairement des Français qui allaient pêcher la morue dans les alentours de Terre-Neuve. Et bien sûr, cette pêche-là, malheureusement, tout ce qui est poissons, fruits de mer, sont majoritairement dédiés à l'exportation internationale, dû au libre-échange et tout ça. Bien sûr, ça crée un mécontentement chez certains Canadiens de ne pas pouvoir savourer euh, des produits provenant de leur terroir etc. Euh, alors donc, on va se rendre à l'île du Prince-Édouard. Alors donc, l'île du Prince-Édouard, on peut dire que si les maritimes sont principalement dédiés à la pêche et tous ces trucs-là, il faut savoir qu'à l'île du Prince-Édouard, il y a ce qu'on nomme la patate.
Il faut savoir que cette province-là, elle est la reine des provinces et des territoires, excusez-moi, en matière de la culture de la pomme de terre. Et bien sûr, il y a bien sûr une usine très connue, une compagnie très connue, Cavendish, qui est implantée là-bas. Et puis c'est l'équivalent un peu de McCain. Mais bon, alors donc vous connaissez maintenant d'où est la province championne des patates et tous ces trucs-là. Alors donc, à travers le pays, on peut retrouver une majorité de... Excusez-moi, je vois un peu à l'envers de ma vidéo. On peut retrouver à travers le pays une grande concentration de fermes, tout ça. Mais là, on en retrouve une très grosse concentration. Ça se trouve, je vais essayer de mettre ma main ou pas, où. Alors donc, où est situé mes doigts? Les prairies. Alors donc, vous avez bonne réponse, effectivement. Il faut savoir que les prairies, c'est le garde à manger des Canadiens. Alors donc, tout ce qui est l'élevage de bovins, porcins, volailles, céréales, légumes, bref. Les prairies sont connues pour être très agricoles et c'est un peu ça, le mode de vie dans les prairies. Mais c'est pas parce que j'ai pas dit que c'était très agricole qu'il n'y a pas de grands milieux urbains comme, je sais pas moi, Edmonton, Regina ou Winnipeg. Bref. Du côté des fruits et légumes, on compte de nombreux fruits des champs, bien sûr. Alors donc, on a le bleuet, qui est très connu, qui est le fruit emblématique de la région du Fjord du Saguenay au Québec. On a la mélanchier à fleurs d'orne, qui est du côté du nord de la Saskatchewan. Si vous passez dans ce coin-là, du nord de la Saskatchewan, elle est connue pour s'appeler aussi la baie de Saskatoon et qui a donné le nom de la fameuse ville de Saskatoon. Et on a fait aussi des confitures. Alors donc ça ressemble, c'est un peu le fruit cousin du bleuet. Ou encore, on a la plaquebière, qu'on nomme aussi la chicotée. Alors donc, la chicotée, elle est cultivée, euh, si je me souviens très bien, dans le nord de cette partie du Canada et peut-être sur l'île de Terre-Neuve. Alors donc, c'est des petits fruits qu'on retrouve facilement dans la nature. Alors donc, si on passe aux arbres fruitiers, certains d'entre eux vont penser à la vallée d'Okanagan. Alors donc, la vallée d'Okanagan, elle est située... je ne veux pas sauter d'une frontière aux États-Unis. Elle est située ici. Et c'est là où on retrouve une majorité de propriétés d'arbres fruitiers, vraiment des producteurs. Et vraiment, on cultive de cerises, pêches, pommes. Alors donc, c'est là où on retrouve une très grande concentration. Mais néanmoins, qu'il reste que, oui, on en cultive un peu partout au pays des arbres fruitiers, sauf dans le nord où il fait un peu trop froid pour ça. Mais, voilà.
c'était un peu tout pour ce côté un peu géographique. Maintenant, on va passer des spécialités selon les régions. Alors donc, on va commencer par les maritimes. Alors donc, on a le Jigs Diner, qui est un plat qu'on serve à l'intérieur des terres de Terre-Neuve, principalement les dimanches. C'est même considéré comme un dîner traditionnel du dimanche. Et vu qu'on s'en va vers l'été et que certains, on espère que la bulle atlantique pourra accueillir des tourismes hors des maritimes, mais si vous avez l'occasion que vous êtes dans les maritimes et tout ça, arrêtez-vous à un restaurant et commandez-vous un lobster roll ou encore une guédille qu'on appelle une guédille qu'on appelle ça en français. Et vu que nous sommes dans les maritimes, il ne faut pas oublier les Acadiens. Alors donc les francophones des maritimes, qui eux ont leur plat national qui est la poutine râpée. Alors donc on se dirige dans l'Est maintenant. Alors donc tout ce qui est Québec, Ontario. Malheureusement, j'ai pas trouvé de spécialité de l'Ontario et c'est un peu triste pour moi. Et peut-être que j'ai pas trop cherché longtemps. Alors donc, on a l'emblématique poutine et bien sûr, qui dit poutine dit fromage en grains. Et le fromage en grains, c'est le fromage, je pense, le plus originaux puis le plus emblématique qu'on puisse connaître aussi du Canada et tout ça. Alors donc, si vous allez à un comptoir, disons-le, il y a les comptoirs à crème glacée, puis il y a aussi, si vous avez l'occasion d'en voir une franchise, un restaurant ou une franchise de la franchise que le castor ou Beaver Toes hors du Québec, vous pouvez déguster une queue de castor. Et non, ce n'est pas une vraie, c'est une sorte de pâte faite comme les queues de castor ovales tout en long. Et vous pouvez la garnir de ce que vous voulez. Et voilà, ça fait une queue de castor. C'est ça. Un mets très méconnu, surtout, c'est le hot dog style montréalais. Alors donc, je vais vous dire les ingrédients si vous avez envie de vous faire un hot dog style montréalais. Alors donc, c'est du chou, de la moutarde, des oignons et de la relish. Alors donc, simple comme tout et délicieux. Autre chose que on ne sait pas sur le pudding chômeur, c'est que ça a été inventé lors de la crise de 1929. On a tendance à dire que à la crise de 1929 que la cuisine n'était pas si elle n'est pas devenue raffinée et tout ça. Mais bref, alors donc dans les quartiers populaires, tout ce qui coûtait moins cher en 1929, vous le retrouvez dans la recette du pudding chômeur et en plus, ça contient du sirop d'érable. Alors donc, en profitez pour faire du pudding chômeur, mais je vous préviens, c'est très difficile à faire. Autre plat emblématique du Canada, la tourtière. Excusez-moi. Qu'on confond trop avec les pâtés de viande. Alors donc, le pâté de viande, c'est ce que vous voyez le plus en image quand vous pensez à tourtière. Et malheureusement, une vraie tourtière,
ça contient plus que du porc émietté et de la pâte à tarte. C'est plus gros que les pâtés de viande qu'on fait tous, puis qu'on dit des tourtières. Vu qu'au Canada, il fait très froid et que, sûr, il y a des vergers qui ne cultivent absolument pas leurs pommes en automne, mais en hiver. Et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on en fait du cidre de glace. Alors donc, magnifique produit du terroir. Alors donc, on va se diriger dans les prairies et on va parler du pâté chinois. Alors donc, je sais que le pâté chinois, avec qu'est-ce qui se passe avec les woke, tout ce monde-là, je sais que ça va offusquer plusieurs personnes de dire pourquoi vous avez appelé ça le pâté chinois. Alors donc, vous pouvez appeler ça le steak, maïs, patate, ou encore au Québec, steak blé patate. Bref, alors donc on va dire le pâté chinois. Alors donc, ça a eu une histoire assez particulière parce que ça a été inventé lors de la construction du chemin de fer à la fin du 19e siècle. Et lorsqu'ils sont rendus dans les prairies, ils ont... C'était là où on faisait l'élevage de bovins, dont du bœuf. Et il y avait du maïs, donc de la céréale ou du légume. Et bien sûr, il y avait des patates. Alors donc, c'est comme un peu tout le cassoulet. On mélange un peu tout ça et ça fait, et ça fait un excellent plat. Et bref. Alors donc, vive le pâté chinois. C'est devenu un plat réconfortant aujourd'hui et c'est euh, c'est un bout de notre histoire et de notre patrimoine culinaire. Autre chose qu'on ne sait pas des prairies, c'est que c'est dans cette région-là du Canada où a été inventé le fameux César ou le Bloody Caesar. Alors donc, même si aujourd'hui on retrouve Most qui fait le clamato et tout ça, c'est la même recette. Alors donc du jus de palourde, de tomates, euh, et bon, vous avez la préparation Most. Vous avez juste à chercher les autres ingrédients qu'il vous faut pour. Et je pense que et aussi si vous allez dans des magasins d'alcool, tout dépendant le vôtre dans votre province ou dans votre territoire, vous pouvez retrouver des clamatos avec, euh, avec de l'alcool. Alors donc, et dans l'Ouest, un dessert qui est très apprécié. Alors donc, premier étage de chocolat, du chocolat brun, un étage de chocolat blanc au milieu, un étage et un autre étage de chocolat brun. Ça vous fait les Nana Imo. Tout ça. Alors, donc, ça porte le nom d'une ville sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Et c'est très apprécié lors du temps des fêtes ou, euh, bref, des occasions un peu spéciales. Bref. Alors donc, bien sûr, on a parlé des spécialités typiques du Canada, mais, mon Dieu, excusez-moi, on n'oubliera pas à quel point que les immigrants ont contribué un peu à la cuisine. Et bien sûr, vous
savoir que à travers les pays du monde, on ne mange pas du tout les spécialités du pays ou tant que tel, pays natif des spécialités. Alors donc, on va commencer par celle des Juifs. Alors donc, les Juifs, eux, ont créé le smoke meat que vous pouvez manger à Montréal. C'est excellent, surtout au Schwartz ou encore des restaurants de sandwich à viande fumée. Autre, il y a le bagel de Montréal. Alors donc, Saint-Viateur, Fairmont Bagel, alors donc des grandes institutions du bagel de Montréal. C'est très délicieux. Et bien sûr, si vous voulez savoir si je suis Fairmont ou Saint-Viateur, je ne suis aucun des deux. Je n'ai aucunement testé encore Fairmont. J'ai juste testé Saint-Viateur. Alors donc, il faut savoir que les Italiens nous ont donné, ont apporté avec eux dans leur valise la pizza. Et bien sûr, ça l'a potentiellement déclaré une vraie... ça l'a donné naissance, je pense, s'il n'y aurait pas eu la pizza dans leur valise. Il n'y aurait pas eu de pizza hawaïenne ou jambon ananas. Et il faut savoir que l'ananas dans de la pizza, ça crée un sacré débat. Bon, même si ça a été inventé par un grec, il faut savoir que la pizza, ça reste italienne. Ça reste un plat italien. Et bien sûr, il faut savoir que il faut que je découvre ça un peu, la pizza du comté de Pictou en Nouvelle-Écosse. Alors donc, on dit qu'il y a une sauce unique et un pepperoni unique. Bref, je ne sais pas si c'est si unique les ingrédients. Et pour finir, au niveau de la communauté italienne, le pizzaghetti. Alors donc, on peut appeler ça une assiette italienne. Alors donc, c'est une une pointe de pizza avec des spaghettis avec de la sauce tomate. Bref, c'est délicieux. Ça vous fait une assiette italienne. Alors donc, on va se diriger vers la communauté chinoise. Alors donc, la communauté chinoise qui s'est, comme j'ai dit, avec le chemin de fer. Alors donc, le pâté chinois, non, ce n'est pas de leur invention, mais ils ont improvisé. Alors donc, ils ont créé le bœuf au gingembre, qui n'est pas de Chine, malheureusement. Il y a le macaroni chinois, ou qu'on appelle ça du macaroni frit. Et c'est un peu tout de ça. Et on va finir avec la communauté japonaise. Et là, la communauté japonaise, elles ont inventé des sushis de ouf. Alors donc, trois, je vais vous nommer. Alors donc, il y a le BC, alors donc, qui veut dire British Columbia en abréviation. Il y a le californien, le dynamite, et c'est un peu tout. Et dans la grande région de Toronto, ce que j'ai appris sur Wikipédia, c'est qu'il y avait une pizza sushi. Alors donc, ce que j'ai vu selon les images, c'est que les algues qui aident un petit peu à rouler, le truc, on le met comme une pâte d'une sorte de pâte de pizza. On met le riz et on met les ingrédients facilement là-dessus. Bref, je sais pas comment on mange ça, mais c'est un truc de ouf encore de la pure, la pure invention. Alors donc, j'espère que vous avez apprécié, que je vous mets l'eau à la bouche et tout ça. Et puis, si vous venez au Canada et que vous voulez déguster, je sais pas, l'une des spécialités que j'ai mentionnées, vraiment, allez-y, gênez-vous pas.
Alors donc, prenez quelque chose autre que de la poutine et puis savourez. Alors donc, je vous dis, euh, je vous dis à bientôt au mois d'avril pour un autre épisode de Made in Canada. Et bien sûr, il faut savoir que il y aura une vidéo par mois au niveau de Made in Canada. Je vous rappelle. Alors donc, je vous dis au revoir et au mois prochain.